Bonjour à tous, c'est Pierre-Alexandre pour Techno, et d'aujourd'hui on va parler du Asus Zenfone Zoom S ou Zenfone 3 Zoom S ou comme vous voulez. Donc en gros ça fait partie de la gamme Zoom qui existe en fait, qui a déjà existé pour le Zenfone 2, la gamme Zenfone 2 l'année dernière, qui ressort cette fois-ci avec un smartphone qui est très très convaincant sur divers points. Sa particularité notamment, puisque si on parle de zoom, c'est son zoom qui est un zoom optique de 2,3 fois, qui reprend un peu le système qu'on le retrouve un peu de partout, c'est-à-dire une focale qui est un peu différente. Pour le coup, c'est une optique qui fonctionne réellement, puisque là, on a en fait un capteur dédié au zoom, c'est-à-dire que c'est pas un espèce de truc hybride chelou, c'est que là, c'est vraiment un capteur qui est en focale 2.6 avec une course qui est différente. Alors après, je connais pas assez, mais en gros, il est en 59 mm au lieu d'être en 33 ou ça, je maîtrise pas, mais qui fait qu'on a un réel zoom optique de 2,3. Donc on a un zoom 2,3 fois. Donc ce qui fait que ça, c'est le côté très intéressant. L'autre côté très intéressant, c'est qu'on a une batterie de 5000 mAh. On y reviendra sur le test, parce qu'il y a des choses à dire dessus. Donc 5000 mAh, c'est énorme. C'est l'une des plus grosses batteries dans ce qu'on a de plus premium, on va dire. Et aussi, pour terminer, ce qu'on a de particulier, c'est qu'il a un stockage de 128 Go. Ce qui fait que 128 Go, c'est quasi inconnu dans une gamme de prix aussi basse, on va dire. Puisqu'en général, c'est vraiment sur quelque chose où on va toucher du 900, 1000 euros pour trouver du 128 Go de base. Là, on l'a à 500 euros. Ce qui fait que c'est très intéressant, surtout si vous cherchez vraiment à avoir un stockage impressionnant, sachant qu'en plus de ça, vous pouvez mettre une carte SD. C'est ça le truc qui est très très bien aussi. Donc ça, c'est vraiment les les trois gros points de ce téléphone. Je vais y arriver. Donc ce qui fait qu'on se retrouve avec un smartphone qui a beaucoup d'avantages. Après avec écran AMOLED, ce que j'apprécie aussi. Donc après, dans la fiche technique, ce qui fait un peu bizarre, c'est à 500 euros de se retrouver avec du Snapdragon 625. Alors on a autant le BlackBerry, le Moto Z2 Play qui utilisent aussi ce processeur. Mais bon, quand on voit du OnePlus, quand on voit du Honor 8 Pro, etc., qui ont des processeurs très haut de gamme, on se dit... ça fait un peu tâche, quoi. Mais le truc, c'est que ce sont des choses un peu différentes. Il y a beaucoup de marketing dans celui-là. Encore, j'ai pas vu beaucoup de pubs dessus. Il faudrait que vous me disiez si vous avez vu des pubs dessus. Tandis que sur Honor et OnePlus, tout est dans le bouche à oreille, oui. Dans le marketing vraiment qui est le moins cher possible. Donc, ce qui fait que forcément, ça fait une très grosse différence. Donc un smartphone en tout cas qui, je vous le dis tout de suite, m'a énormément plu, bien plus que ce que j'aurais pensé. Et la photo m'a, elle, plus surpris par rapport au premier test que j'avais vu. Donc sur ce, on passe tout de suite au test complet. Au niveau du design, on fait exactement ce que fait Asus en termes de façade. Les touches non rétroéclairées qui sont, elles, sensitives ici. Nous avons un grand écran de 5.5 pouces qui est AMOLED, bon ça on y reviendra. Le haut-parleur en haut avec les lunettes de notification qui se situent par là. On a les capteurs de proximité qui sont juste ici. Et ici, vous avez le capteur photo de 13 mégapixels. Ensuite, on va regarder sur la tranche droite, donc forcément, on a notre bouton power avec notre bouton pour volume plus-moins qui sont striés, en fait, vraiment comme un peu comme des vinyles, j'ai envie de dire. Hop. Donc on peut voir un peu ces stries ici, donc qui se fait que ça fait un petit design qu'on retrouve sur la plupart des Asus.
Ensuite, nous avons donc en haut, nous avons juste le micro ambiant. Sur le côté gauche, nous avons droit donc au port SIM. Donc c'est soit double SIM, soit SIM plus carte SD. Nous avons en dessous la jack, ici les deux vis, port USB type C, micro primaire et un haut-parleur. Hop. On va faire un petit zoom pour que vous voyez bien. Donc voilà un petit peu ici, hein. Merci le noir, hein. C'est très pratique pour filmer, pour le coup. Ensuite, hop, on a derrière, on a le dos. Donc pour terminer, on a Asus qui est en bas, on a le lecteur d'empreinte qui est assez haut. Et ici, donc on a le double capteur photo. Donc ici, c'est le capteur qui sert, hop, on va faire zoomer, ce sera le mieux. On a le capteur qui fait le zoom et l'autre capteur classique. Ici, nous avons donc, on a un capteur qui permet de mieux gérer les couleurs, double flash et capteur laser, etc. Sachant que, voilà, donc c'est assez particulier d'ailleurs comme agencement, on y reviendra juste après. On a le lecteur d'empreinte au centre qui cette fois-ci revient au carré, là où par exemple sur les autres Zenfone c'était rectangulaire. Donc ce qui fait que ça c'est une petite différence, on revient à quelque chose d'un petit peu différent. Là où on est habitué à avoir soit quelque chose de tout métal, soit quelque chose en verre, ici on a une partie métal et ici le bas et le haut qui sont en plastique. Alors quand on sort du Honor 8 Pro, je vous avoue que ça fait un peu moyen. Quand on a aussi le Meizu Pro 6 qui pareil est full metal, unibody, ça fait un petit truc. C'est quelque chose qui fait beaucoup plus milieu de gamme aujourd'hui, qu'on retrouve beaucoup moins dans le haut de gamme. Je suis en train de regarder en même temps dans mes mémoires et c'est vrai que non, ça date, ça commence à 500 €, ça commence à disparaître et ce qui fait que là je trouve que ça fait un petit peu tâche par rapport au reste. Sinon en soi le toucher du métal est assez bon, il prend pas trop les marques, il y a juste quelques marques en fait ça a tendance à lisser, en fait on a une espèce de petit grip qu'on voit que ça fait un effet mat et au toucher c'est un effet un petit peu grip, un petit peu sablé j'ai envie de dire, que je trouve assez sympathique. Dans les petites choses, donc, ce qui fait que voilà, moi ce que j'aime pas, c'est ce côté un peu plastique qu'on a en haut et en bas qui commence à disparaître, qui est un petit peu, aujourd'hui à 500 €, on n'est plus trop censé le voir. Après, il faut voir aussi par rapport au reste des caractéristiques, hein, parce que les premiums sur le reste, et c'est peut-être là-dessus qu'ils ont justement pris des ressources de ce point de vue-là, ils l'ont fait un peu moins premium pour aller chercher d'autres choses, notamment l'appareil photo ou la batterie ou encore le stockage. Je pense que c'est ça aussi. Ce qui fait que par contre, donc on a donc ce que j'aime bien, c'est justement l'agencement au niveau de l'appareil photo, où on a tout qui est d'un coup en fait à un endroit. C'est-à-dire on n'a pas le flash qui est séparé du capteur laser, etc. On a tout au même endroit sur une ligne comme ça. C'est assez particulier. Je trouve ça très particulier, mais ça lui donne un petit effet, alors qu'on aime ou pas. Par contre, la petite chose un peu dommage, c'est que la peinture autour du capteur photo, elle a tendance à vite partir, hein, ce qui fait que on peut voir que autour en fait c'est un petit peu blanc. Je sais pas si ça se voit bien à la caméra. S'il arrive à faire, hop, voilà. En fait, on le voit, en fait, c'est un petit peu blanc. Là, on le voit bien. C'est un blanc alors qu'à la base, c'est censé être noir. Donc voilà un petit peu sur les choses que j'ai à dire par rapport à ça. Sur la façade, toujours c'est fichu. Fichu, oui. Capteurs, enfin touches sensitives qui sont pas rétroéclairées, alors ça fait un peu le truc, aujourd'hui on est tous avec des touches soft key, alors sensitives moi je veux bien mais j'aimerais bien qu'elles soient rétroéclairées, c'est le minimum pour moi, sinon surtout qu'à 500 € je trouve que c'est un peu pas normal, on les a en plus sur le Asus Zenfone 3 Deluxe, alors pourquoi pas sur celui-là, je ne comprends pas, je ne connais pas, je ne sais pas pourquoi. Voilà un petit peu, après dans les choses positives, la jack qui est en bas, ce qui fait que pour moi je trouve ça mieux aussi, puisque ça permet à mon sens ça permet d'avoir quelque chose de plus pratique dans la poche. On a tout au même endroit, c'est beaucoup mieux. Et merci de ne pas avoir enlevé la jack. Voilà, donc un design qui en soi, sans être révolutionnaire, et là c'est quand même sa propre identité. Quand on connaît un peu le téléphone, on pourrait le reconnaître assez facilement dans la rue avec le double capteur photo, mais surtout la barre en dessous. Mais pour moi, au niveau définition, ça reste un peu en deçà de ce que propose la concurrence. À 500 €, c'est un peu limite. Pour moi, j'aurais préféré peut-être de l'unibody avec des antennes. Ça aurait peut-être fait plus banal, mais ça donne un meilleur effet quand même, hein. Après, moins ça différencie un petit peu. Bon, à voir, mais l'unibody, pour moi, aurait été un peu mieux, à mon sens. Au niveau de la surcouche, donc maintenant en fait je vais essayer de l'afficher ici là pour que vous voyez un petit peu tout. Donc une surcouche qui est la surcouche Zen UI qui est
Donc une surcouche qui est apparue depuis 5.0 et qui est là en version 7.1.1. Donc au départ il est sorti en 6.0. Maintenant il est en donc 7.1 pour en tout cas celui-là. Le Zenfone 3 est en 7.0 et Zen UI s'améliore petit à petit. Alors ça reste un peu particulier, on peut ne pas aimer. Les thèmes sont rarement sympathiques, je trouve, sur leur store, ce qui est un peu dommage. Mais on va faire un peu un tour du propriétaire pour voir en précision tout ce qu'il y a. Alors déjà, ce qu'il y a de bien pour faire simple au niveau des applications, on peut avoir un groupement intelligent ici, donc on peut choisir en fait même de le régler derrière. Mais hop, j'aimerais bien le remettre en groupement classique. Taille de la grille, groupement intelligent. Si vous voulez cette page, mais je sais plus comment on fait. Ah oui, voilà. On a soit personnalisé, soit tout. Voilà, donc on a tout sans dossier, soit juste ceux qu'on a téléchargés, soit personnalisé, donc ce côté intelligent. Donc ce qui fait que ça va regrouper, voilà, par exemple tous les outils, toutes les particules Asus. Donc on a Duetletter, radio FM, donc pour ce qui veut la radio, règle laser. Donc avec le capteur laser, en fait, on va avoir cette possibilité tout simplement d'avoir, si je fais un point hop sur le carton, hop, il va me dire que c'est à 29,3 cm du téléphone. Donc, bon, c'est des petites choses comme ça peut toujours être utile à certains. On va aller ici. Il faut savoir qu'au niveau des applications, lors du lancement, ça va vous proposer des applications installées, du style Facebook ou Booking, etc. Vous n'êtes pas obligé. Il y en a quelques-unes qui sont mises de base, je vais vous les montrer après, mais il y en a très peu. Donc après, on a Mini-Movie, photocollage, donc une partie un peu montage en fait de photos de vidéos, mémo rapide, magnétophone, Zen Circle, Zen UI, FAQ. Donc par exemple, ça c'est pour toute la partie, j'ai envie de dire, côté en fait, ça fait une espèce de réseau social en fait. C'est un peu ça le délire, mais j'ai pas envie. Donc après, il faut aimer. Moi, c'est pas mon truc pour le coup. Hein. Après, on a Zen UI FAQ, donc la façon de l'utiliser. Donc ça peut toujours être intéressant. Encore faut-il trouver. Donc, voyez, même là, c'est extrêmement. À la fois, c'est quand même intéressant parce qu'on va permettre justement de gérer donc l'application. Il va nous mettre comment acheter des thèmes et ça. Ça reste complet. C'est assez cool de mettre ça. Encore faut-il avoir l'envie de l'utiliser. App for You, donc justement ça c'est cette petite partie, donc en gros on a tout ça qui est mis, Facebook Messenger, Instagram Web Storage, qui est de Asus, hein. Donc ce qui fait que voilà un petit clou de chez Asus. Après téléphone contact, ça c'est classique, ça c'est Google, donc toutes les applications Google vous les avez à peu près là, les jeux non, musique non, on n'aura rien, nouvelles non. Les outils, donc on a un gestionnaire de fichiers qui est toujours assez efficace, assez complet, quoique ce côté arrondi, ça fait un peu grossier je trouve, mais voilà, on peut voir justement qu'il a 110 Go de libre réel, corbeille, analysateur de stockage, transfert de fichiers PC, classeur masqué, on peut choisir, voilà, emplacement réseau, stockage cloud, donc ce qui fait que c'est assez sympa. Ensuite, nous avons le gestionnaire mobile, quelque chose de classique, utilisation des données, batterie optimisée, notification. Alors, notification, chose intéressante que je trouve là-dessus, c'est qu'on peut voir que le nombre de notifications qu'on reçoit. Donc là, comme j'ai Internet Meter Lite qui permet de voir quotidiennement, en fait, tout le temps, son débit, forcément, ça explose les stats. Et si on va là, avec ça, hop, normalement, je peux voir... Est-ce que... Normalement, je peux... Ah non, je peux pas voir. C'est dommage. Afficher le contenu des notifications, ok. Donc on peut voir, j'ai eu 524 de Deezer, donc à chaque fois que je change de message. J'ai 810 de Messenger, 847 de Telegram, etc. Donc ça, je trouve ça intéressant parce que ça permet de voir en même temps qu'est-ce qui fait justement le plus de notifications, qu'est-ce qu'on peut bloquer, etc. La batterie, on va en profiter. On peut gérer mode performance, normal, économie d'énergie, super économie, personnalisé. Alors le personnalisé est un peu bizarre puisqu'on aura juste la luminosité, soit le réseau, et c'est tout. C'est un peu limite, c'est un peu dommage parce que ça aurait été bien de pouvoir gérer le CPU par exemple. Hop, batterie, astuce pour le mode économie d'énergie, donc ça, voilà, ça peut nous le donner. Analyser, voilà, ça peut nous donner des petites choses où on peut l'améliorer, etc. Donc assez intéressant en soi, c'est complet, sachant que voilà, mode normal, mode performance, c'est un petit peu différent en soi, mais l'autonomie reste excellente dans tous les cas. Optimiser, bien évidemment, ça va être tout ce qui est fichier cache, tout ce qui est RAM qui va être fait. Voilà, donc là il le fait automatiquement, hop, c'est fait, et il a vidé la RAM. Vous avez aussi normalement ici, là après, donc ce qui pompe, etc. Donc améliorer tout ça.
et qu'est-ce qu'on peut faire pour l'améliorer. Nettoyer, donc voilà, là c'est par contre tous les caches, etc. On a vie privée, sécurité, autorisation. Chose classique. Dans les options, c'est celle-là où ça fait vraiment cet effet, il y en a trop, et encore ils ont un petit peu amélioré avec 7 points. Donc voilà, on a déjà toute cette partie-là. Dans affichage, on va voir les super couleurs pour gérer. On va voir la police par défaut. On va voir la taille de la police. On a 4 parties, donc la plus grande, hop, ou la plus petite, voilà, donc pour la police. Et il y a une taille d'affichage ici qui est classique maintenant d'Android pour gérer là-dessus. On a le son et vibration avec le DTSX qui est maintenant ici et qui est assez intéressant. On y reviendra sur le son. Hop, ici, après on a les applications ZenMotion, donc ce que j'utilise pas du tout, quand on peut le voir, c'est que bah voilà, on a le double tap pour l'entrée ou le sortir de veille, on va pouvoir faire des lettres pour lancer directement une application, gestuelle mouvement, retourner l'appareil, alors pour retourner l'appareil, d'accord, donc on ne sait pas à quoi ça sert, main en l'air, tenez le téléphone en mode portrait, soulevez pour toucher l'oreille, donc ça main en l'air, donc clairement main en l'air, là ils sont pas très très clairs. Voilà, là on a quelque chose de clair, et hop, ça, on revient. Bon, au moins, c'est bien, c'est assez joli de ce point de vue-là. Mode une main, donc on peut activer le mode une main pour appuyer 2 fois sur le bouton d'accueil, et hop, ça va lancer le bouton une main. Hop, on a même ce côté un peu, ces petites touches sensitives, enfin, sauf qui pour le coup, hop, ici. On a donc la batterie qu'on vient de voir juste avant, donc ici avec ce côté on affiche le pourcentage ou non de la batterie, optimisation de la batterie qui nous revient à tout à l'heure ce qu'on voyait, gestion de l'alimentation qui est en fait ici aussi, donc ce qui fait qu'ils auraient pu le mettre dans batterie mais non ils l'ont mis dans un truc à part, et gestionnaire de démarrage automatique qui est ici, donc là toutes les applications qu'on peut lancer ou non. Hop, ici. On a la gestion de la mémoire qui est, voilà, paramètres personnalisés Asus. Donc là, ça va être juste en fait pour les touches récentes, puis de manière prolongée pour soit donc les captures d'écran, soit le multi-fenêtrage, soit juste afficher les applications récentes. On a la barre de tri intégrée Génie qu'ils appellent ça, Génie du jeu, qui permet donc de enregistrer son écran, le mode gant. Et vous voyez, je suis à 8 minutes et j'en ai encore beaucoup à dire. On a les thèmes, on a vu qu'on a l'application thème, voilà, on y est, l'application thème ici, donc vous avez, on a l'application, mais c'est aussi dans les paramètres, et donc on va pouvoir chercher des petits, voilà, plein de petites choses, donc ça devient classique aujourd'hui. L'écran de verrouillage, normalement, il n'y a rien de précis en soi, photo instantanée, etc. L'empreinte digitale, donc on peut répondre aux appels entrants, lancer la caméra en appuyant 2 fois dessus, capturer une photo, bon voilà. On a un mode facile, hein, donc un mode simple tout simplement. On a un mode enfant, donc là en fait ça va être juste une aire de jeu, donc là ça va être justement pour quelques petits jeux, quelques petites choses sympathiques pour que votre enfant s'épanouisse sans aller sur YouPorn. Et donc là je vais être démonétisé parce que j'ai parlé de porno. On a les mises à jour, donc là on peut voir hein, toutes les petites choses, voilà. Pour cette partie-là, je pense avoir fait un peu le tour de toutes les applications. Ils ont fait un petit truc, mais quand on voit en fait l'application photo, pour comprendre un peu ce délire où ça fait un peu beaucoup, c'est justement si on se met en mode manuel. Ah oui, c'est vrai que mode manuel sur celui-là, il faut que j'aille ici. Mais on a plein de petites choses en fait qui sont affichées un peu partout, ça fait beaucoup en fait. Donc c'est ça en fait un peu le délire de Zenui, c'est qu'au départ on a du mal à s'y mettre. Sachant qu'en plus là j'ai mis un thème qu'on peut trouver sur le store qui est, si je le retrouve, Open... Alors est-ce que je vais le retrouver ? Je ne sais plus. Pour les intéressés, j'aimerais bien le montrer. Ah oui, sachant aussi que vous avez donc la galerie ici, qui est assez sympa. Hop, je voulais revenir là. Il est où ? Il est là. Donc, Pixel Icon Pack, pour ceux qui chercheraient, au cas où. Le thème que j'ai, pour rendre le Asus un peu plus beau, parce que le thème de base n'est pas très très joli. Comme les transitions aussi, ça c'est quelque chose que j'ai modifié dans les paramètres. Donc en soi, c'est une surcouche qui est complète, mais qui est vue comme lourde, mais qui je trouve est très sympa au final. Je m'y suis habitué, maintenant j'apprécie plutôt la surcouche parce qu'elle est bien optimisée, elle est très fluide, et elle a pas mal de petites options parfois intéressantes. Ce qui fait que je vous avoue que j'aime beaucoup en fait au final. Enfin, j'aime pas beaucoup Zenui, mais j'aime bien Zenui, ça me rebute plus autant qu'avant, mais les premières fois que vous l'utilisez, c'est toujours un peu dur.
Au niveau de l'écran, on se retrouve avec un écran AMOLED, donc en 5.5 pouces avec du Gorilla Glass 4. Donc un AMOLED qui est en Full HD, 1920 x 1080p. Donc là, vous pouvez voir en fait le côté justement rafraîchissement qui se fait sur l'écran. Un écran qui est vraiment pas mal, hein, qui est d'ailleurs assez réputé en fait sur les tests au niveau de ça. Par contre, au niveau des couleurs, moi je l'ai réglé donc de base en super couleur, qui est très bien, qui est assez vif. Qui est neutre, mais on n'a pas quelque chose de terne, et c'est assez agréable. Par contre, j'ai préféré moi le mettre sur une couleur plus froide, parce que sinon je trouvais que les rouges ressortaient vachement. Après, c'est à vous de régler tout simplement. Vous avez aussi un mode filtre bleu qui en soi est comme sur le Zenfone 3 est pas très très puissant. Je trouve il manque vraiment d'avoir quelque chose de vraiment plus performant. On a le mode standard qui par contre lui assez terne, vraiment beaucoup plus terne. Donc après à vous de voir. Et vous avez bien sûr la version personnalisée. Donc là vous pouvez régler vraiment si vous voulez quelque chose de super vif ou quelque chose de au contraire noir et blanc. Donc à vous de voir là-dessus. Mais en mode super couleur il est vraiment très bien, il est bien réglé. Donc pas de souci de ce point de vue là. Au niveau, hop, ici on va descendre de la luminosité. On a quelque chose qui peut être très faible bien évidemment, jusqu'à vraiment très puissant comme on peut le voir. Donc ce qui fait qu'au soleil il n'y a pas de souci. Avec la réflexion de l'écran AMOLED par rapport au soleil, en général ça pose peu de problèmes, et ça c'est un avantage je trouve par rapport à l'IPS, où ça a tendance à beaucoup plus réfléchir et à faire des reflets plutôt et aveugler en fait. Enfin, j'ai l'impression que l'AMOLED absorbe mieux le soleil, et ce qui fait qu'on a moins de problèmes de lisibilité qu'un IPS où il est obligé de tout booster, alors que là il semble l'absorber pour au final ne pas avoir trop de gêne. Alors il y en a quand même une, mais par rapport au soleil, donc il y a moins de problèmes. Au niveau des angles de vision, forcément AMOLED oblige, on n'a aucun problème, donc là-dessus pas de souci à déplorer. Et voilà, un écran qui est quand même assez, qui est vraiment pas mal, que j'ai vraiment bien apprécié. Surtout le fait que ce soit un AMOLED. En plus, ce qui est bien, c'est que c'est pas un AMOLED Pentil, hein, c'est-à-dire que le Pentil avec un sous-pixel qui est sur deux pixels, là on est vraiment sur un RGB classique, donc pas de Pentil, pas d'effet de flou, quoi que ce soit. Donc on a un vrai AMOLED pour le coup. Et ça, c'est très agréable. Donc globalement, un bon écran, pas de soucis particuliers. Il est bon partout. Au niveau du son, donc là on a un haut-parleur qui est plutôt bon de base sans être extraordinaire non plus. C'est un seul haut-parleur, mais qui est plutôt pas mal. On a des basses qui est assez présentes, on sent un petit peu, ça reste assez neutre, donc c'est plutôt pas mal. On est sur un bon parleur dans la moyenne de ce qu'on a aujourd'hui, autour de 500 €, sans être extraordinaire. C'est pas un double haut-parleur ou quoi que ce soit, mais c'est tout à fait correct. L'autre chose assez intéressante, c'est que si vous êtes à l'extérieur, forcément vous avez des fréquences qui vont mieux ressortir que d'autres. Donc si vous êtes en appel par exemple, donc voilà, c'est-à-dire que on va se retrouver avec quelque chose qui va être avec des fréquences beaucoup plus aiguës, qui vont beaucoup plus ressortir, cette partie aiguë. Donc oui, j'ai bégayé. Et donc on se retrouve avec donc quelque chose qui va être beaucoup plus clair à l'extérieur. Donc c'est ce qu'on recherche dans ce cas-là. Autre chose intéressante, que je trouve pour le coup très intéressante, c'est, non, pas dans l'affichage, mais dans son et vibration, l'assistant audio. L'assistant audio qui est là pour améliorer le son selon le système, en fait, selon ce que vous utilisez. Mais ce qui est bien, donc en mode musique, donc on a bien sûr nos effets avancés comme ce qu'on avait avant avec ce réglage des basses et des aigus, mais de base il est plutôt bien réglé. J'ai pas eu besoin de faire quoi que ce soit. Après, à vous de voir tout simplement ce que vous préférez, mais c'est surtout que vous voyez la mention, hop, je vais zoomer, DTS X Headphone. Alors bon, vous dites, comme vous savez l'habitude avec moi les tests, au niveau des égaliseurs en général, quand on a des trucs comme ça, c'est pas génial, hein, on peut le voir souvent chez Honor qui utilise du DTS. Ça a tendance plutôt à pourrir le son plutôt qu'autre chose. Ici, on est en présence d'un Snapdragon 625 en termes de jack, en termes de puce audio, et comme je l'avais mentionné sur le Zenfone 3, alors peut-être moins, mais notamment sur le Moto Z Play qui est la même puce que celui-là, au niveau du son, notamment pour rapport à mes KZ-ZS1 qui sont très très dynamiques, ils suivaient pas du tout. En effet, ça suivait pas parce que au niveau des fréquences hautes et basses, la dynamique globale, elle était réduite. C'est-à-dire que le KZ-ZS1 qui travaille sur tout ça, alors que le 625 gère à peu près ça. À peu près, on va dire à peu près ça. Donc tout ce qui est sous-basse et les aigus très aigus, ça a tendance à disparaître. Le reste était propre.
Avec le DTSX, alors je ne sais pas comment ils ont fait, ça reste normalement software, hein, donc juste logiciel, ils ont réussi à étendre de ça à ça, ce qui fait que les ZS5, les aigus sont un peu meilleurs, la plage dynamique est meilleure, et donc les sous-basses ressortent comme elles devraient ressortir normalement avec une bonne puce. Donc je sais pas ce qu'ils ont fait comme travail dessus, mais il faut avouer que là, j'étais assez étonné puisque j'ai pu utiliser mes KZ ZS5 sans aucun problème sur ce téléphone. Ce qui fait que c'est agréable, ce qui fait qu'on a un son qui n'est pas particulièrement bon quand on regarde bien sûr les Meizu Pro 6 ou Snapdragon 820, etc. Ça reste quand même moins bon, il y a un peu moins de détails et un peu moins de stéréo, donc ça reste en deçà, mais dans l'ensemble c'est plutôt correct. On est sur quelque chose qui va permettre d'alimenter plutôt des gros casques pour le coup, un peu plus gros, enfin mieux en tout cas. Il va mieux les gérer. Après, ça reste, voilà, c'est pas exceptionnel. On est aux alentours de ce que propose, par exemple, Honor avec le Honor 9 ou le Honor 8 Pro en comparaison. Donc, ça reste quand même une bonne surprise. J'étais très très surpris par rapport à ça. Donc, c'est tout à fait correct de ce point de vue-là. Alors là, on va passer à la photo, une photo qui est très intéressante. Je vous conseille de regarder l'album. J'ai fait des plein de photos. Un appareil photo donc qui est un IMX 362 en focale 1.7, donc 13 mégapixels ici et 13 ici. Donc 2 fois 13 mégapixels ou 12 mégapixels exactement. Eux ils disent 12 je crois. 12 mégapixels. Donc en 3928 fois 2944 pixels. En 4 tiers, sa particularité, c'est d'avoir un zoom x 2,3, un vrai zoom optique. Alors c'est simple, pour le voir, vous avez cette partie-là, et on le voit en fait, il est en train de changer le capteur. Je ne sais pas si vous avez vu, et on a ce mode x5, mais si on revient, hop, là il revient au capteur principal. Je le refais, on va avoir un petit changement. Là, il veut pas changer, alors peut-être que pour lui, c'est pas assez bon. Alors, ce qu'on va faire pour pouvoir le changer manuellement, on va pouvoir se mettre en mode manu. Hop, coucou Manu, comment vas-tu? Voilà, ça c'était nul. Et en gros, en fait, donc vous avez la possibilité de le faire de façon manuelle. Hop, donc là, voilà, de façon manuelle, je suis passé sur le mode zoom, et ce qui fait que ça va se voir. Pourquoi ça va se voir, vous me dites? Eh bien, tout simplement parce que il est en ouverture 2.6 le deuxième capteur, le capteur qui gère le zoom, et ce qui fait que si vous êtes sur quelque chose où il n'y a pas assez de lumière, ça se va se voir tout de suite, et les photos vont être beaucoup moins bonnes que si vous avez juste à zoomer sur l'appareil principal. Donc ça, c'est quelque chose déjà à retenir, donc ce qui fait qu'il y a eu un réel travail, on a cette possibilité de le faire manuellement, et ça, je trouve ça très intéressant, et on a ce système mode portrait aussi qui va permettre, alors je vais essayer de retrouver des photos qui ne sont pas compromettantes. J'ai essayé, alors sur quoi j'avais essayé? J'avais essayé, bah oui, sur mes chats. Sur mes chats, il faut juste que je retrouve la photo. On peut le voir ici. Alors là, c'est un peu forcé pour le coup, mais on peut le voir ici que ce mode portrait, donc vous les avez de toute façon tous dans l'album. Alors je vais essayer de trouver une photo qui le montre bien. Voilà, donc on a ça, donc ce qui fait que on est très proche de ce que propose Honor. En fait, la différence par contre par rapport à Honor, là où vous voyez des poils, il aura tendance à faire très attention par rapport à ça, et s'il y a trop de poils qui dépassent, il va les couper, c'est-à-dire que ça va faire partie du lissage, et ça va être un peu gommé. On peut voir ici, là ça a été très bien géré, ça reste vraiment très propre de ce point de vue-là. Donc je trouve que le système est assez bon pour justement être un peu plus précis que Honor qui avait quelques artefacts, quand par exemple ici peut-être qu'il y a des poils qui dépassent et parfois ça va faire un artefact bizarre qu'il n'y a pas ici. Donc ça là-dessus ils ont été assez intelligents. Par contre la différence avec ce que propose Honor, hop, on va aller sur la galerie pour bien montrer, c'est qu'Honor on a la possibilité après coup de pouvoir faire, hop, je retrouve la galerie parce que moi j'ai ma propre galerie, on va aller le chercher, je suis plus où je suis, il est où, voilà. Donc, ce qui fait que, hop, on va essayer de retrouver la photo, ce qui fait que voilà, le mode portrait, une fois que c'est fait, on peut pas le modifier, ça c'est la chose à savoir, on ne peut rien modifier du tout. Peut juste voilà faire des petites choses par-ci par-là, mais là où Honor on peut le faire après coup, et ça c'est quand même très très intéressant, ici ce n'est pas possible comme on peut le voir, donc même avec l'application dédiée.
Donc ça, c'est la petite chose à savoir. Après, pour Asus, donc pour ceux qui connaissent déjà, vous avez cette possibilité. Alors, je reviens rapidement sur le zoom pour savoir un peu ce que vaut le zoom par rapport notamment à la concurrence ou même par rapport au fait de zoomer ou non. Regardez le comparatif avec le Honor 9 qui lui est totalement logiciel par rapport à ça et voyez un peu la différence. Vous verrez sur les photos dédiées vraiment où j'ai vraiment voulu faire un comparatif, la différence entre zoom et pas zoom sur l'album. Donc ça permettra, vous avez normalement ici aussi, mais ça vous permettra de voir sur des photos précises ce qu'il vaut vraiment. Ce que je voulais montrer, donc le reste de l'application photo, vous avez toujours cette gestion HDR ou non. Vous avez ici la gestion de l'optimisation. Alors chose importante à savoir sur l'optimisation, il faut la désactiver. Pourquoi ? Parce qu'en optimisation automatique, il va améliorer un peu différentes choses qu'on peut faire manuellement, c'est-à-dire il va gérer la saturation, le contraste, la netteté, réduction du bruit, rétroéclairage et l'optimisation des détails. Le problème c'est que je trouve que ça a tendance à être forcé et le problème c'est qu'au final on perd plus de détails qu'on en gagne en faisant ça. Donc moi je l'ai mis l'optimisation en arrêt et je trouve les images meilleures au final. Donc ça c'est une première chose à savoir. Vous avez bien sûr plein de petites choses, hein, donc mise au point, portée, la balance des blancs, l'indice. Qualité, on peut être en 4K ou Full HD ou Full HD 60 fps, sachant que c'est stabilisé en plus de ça. Il y a une optique qui est correcte sans égaler les meilleurs du marché. Mais en gros, voilà ce que ça propose. Au niveau des modes, on a vu déjà le mode zoom avec x2,3 x 5. Donc bien sûr, on peut le faire manuellement, pas contrairement au... Et ça, c'est toujours... Voilà, on peut faire manuellement jusqu'à 12 mégapixels. Donc là, on est... Enfin, 12 mégapixels, 12 fois. Donc là, on peut voir à 12 fois. Hop, ici, c'est pas forcément des mieux éclairés. Mais faire un zoom x12, c'est très rare sur un smartphone. Ici, on l'a et on a quand même des détails qui restent corrects. Alors après, là, on est sur du x12. Donc si, hop, ici, je refais ici. La différence, en fait, le x12, c'est vraiment quelque chose... En plus, vous avez vu, c'est bien stabilisé. C'est ça qui est assez intéressant. Là, on peut pas zoomer autant. En tout cas, pas ici. Mais ici, on va pouvoir zoomer vraiment à fond. Alors forcément, on atteint les limites du capteur, qui reste plutôt correct. Hein. On a quand même pas mal de détails pour quelque chose de zoomé x12, mais on atteint quand même certaines limites. Il nous manque pas mal de détails. Si je fais ici au mido, hop, on fait comme ça. Après, on aura fini. Si forcément, après, là comme j'ai arrêté, mais voilà, on a quand même un petit peu encore de cette optimisation logicielle, mais on voit les limites, on voit bien que là on voit la limite des pixels, là où on la voit pas du tout, forcément on peut pas zoomer autant. Donc voilà un petit peu les petites choses qui sont un peu la grosse particularité de ce téléphone et qui est vraiment convaincant. J'ai trouvé très convaincant que ce soit de jour, de nuit, où il est plutôt correct, même si je le trouve moins bon que le S7 Edge tout simplement de Samsung. Je trouve qu'il est moins bon de nuit. Alors après, est-ce que c'est logiciel, c'est possible. La puce, le Snapdragon 625 étant pas une bête en termes de gestion photo, c'est-à-dire que la puce photo est pas extraordinaire non plus, donc en post-traitement, il va galérer un petit peu, là où en S7 a beaucoup plus de marge et est beaucoup plus performant. Après, bien sûr, on a tous les modes habituels de nuit, portrait, selfie, gif animé, panorama, miniature, etc. On a du ralenti, et voilà un petit peu tout ce qu'on a. Donc plein de petits modes que vous pouvez regarder. Vous avez toutes les informations de ce point de vue-là, même si moi je m'en sers pas énormément. À savoir que normalement on a un mode nuit qui se met sur le qu'on choisit, alors que là il est fait automatiquement. On le voit juste en dessous de auto. Hop, si je fais ça, il va voir que ça va manquer de luminosité, donc il va proposer le mode nuit. Alors, je l'ai réussi à le débloquer. Voilà. Donc là, vous voyez, il n'y a plus grand chose, donc il propose le mode nuit. Donc là, forcément, il y a le flash, mais si on l'enlève... on va voir comme ça. Non. Hop. Allez, détecte-toi. Ah, c'est un peu moins bien que le test, où c'est beaucoup plus rapide. Hein. Voilà, on va essayer. Donc ce qui fait que en gros le mode nuit ça va permettre de fusionner les pixels pour avoir quelque chose d'un peu moins bien. Bon là ça se voit pas du tout. Mais fusionner les pixels, donc on aura une photo qui sera très peu pixelisée puisque c'est une fusion de 4 pixels. Donc on aura quelque chose qui sera aux alentours de 3 mégapixels, mais de nuit ça ressortira beaucoup mieux. Donc ça c'est une technologie qui est plutôt pas mal et qui fait qu'on s'approche un peu de la qualité du S7, mais il faut vraiment être sur quelque chose faiblement éclairé. On peut pas le faire manuellement et ça je trouve ça un peu dommage malheureusement.
Après, il faut arriver à refaire ça de façon manuelle. En tout cas, voilà, de ce point de vue-là, l'appareil photo, il m'a vraiment convaincu. Je vais essayer de vous montrer quelques petites photos. On va aller dans le dossier dédié, comme ça, on sera sûr. Ben non, c'est bon, hop. Quelques petites photos, par exemple ici. Donc là, c'est retouché. C'est retouché pour les couleurs et tout, mais ce qui fait que de base, c'est ça. Donc en termes de couleurs, forcément, c'est un peu moins classe, mais j'ai utilisé le mode portrait, justement, qui floute le reste, et ce qui fait qu'on a quelque chose qui est vraiment pas mal. Alors par contre, c'est en 8 mégapixels, c'est un peu plus limité, mais le résultat est vraiment bon, hein, c'est vraiment très très propre, de ce point de vue-là. On peut voir vraiment la différence de ce point de vue-là, d'ailleurs, c'est même un peu plus... Alors je sais pas pourquoi, j'ai peut-être retouché un petit peu ici, mais voilà un peu les différences, ce que je me servais dernièrement pour les miniatures. Après, bon, pour les photos mode portrait, on a quelque chose de bien, quand on a le sujet qui veut bien se faire laisser prendre en photo, hein, bordel de merde. Ici, alors j'ai une photo que j'ai pris un petit peu à l'arrache, mais ah si, ça va, on a pas mal de détails. Par contre, est-ce que c'était le mode zoom? Non, je ne crois pas. Si, c'était le mode zoom. Donc là, on est sans zoom, donc comme vous pouvez le voir. Hop, donc là on est un peu limité, hop, mode zoom, et je suis pas sûr que ce soit le capteur qui se soit fait, parce que je le trouve je trouve qu'il manque un peu de détails. Qu'est-ce que j'avais fait d'autre? Bon, feu d'artifice, on s'en fout un peu. Alors par exemple, on a aussi ça. Donc là, un peu flou pour le coup. Bon, alors là, carrément à côté. Voilà un petit peu ce qu'on a. Ce qui fait qu'en fait, avec les 12 mégapixels, forcément, on va avoir cette petite faiblesse dès qu'on va zoomer et que le zoom peut lui compenser. Là, en mode portrait aussi, donc pour mon chat, et on peut voir, ça donne un résultat très sympa, je trouve. Ça donne un chat qui donne envie d'être regardé. Et c'était pas très très bien éclairé, et ça le ressortait plutôt bien. Qu'est-ce que l'on avait d'autre? Alors là, intéressant, donc là, c'est zoomé. Il faut savoir que j'utilise le zoom, alors là, c'est en normal. Hop, donc on peut voir, hein. Ah non, j'étais déjà en zoom, je crois. Alors on va voir en zoom, ce qui fait qu'en 1.7, donc là c'est en normal, j'ai pas zoomé. Hop, ici, donc là j'ai zoomé ensuite, donc là c'est la focale 1.6, et ce qui fait qu'on peut voir qu'on a beaucoup plus de détails, donc en zoom. Donc ce qui fait que voilà, on a des choses très très sympas, je trouve. Il y a moyen, ici, donc si je fais ça, après j'ai zoomé, hop. Donc là par exemple, bon, normalement je vois pas plus parce que c'est pas super bien éclairé. Mais là, on peut voir la différence. On peut voir que les écritures sont plus nettes, par exemple. C'est plein de petites choses comme ça que vous pouvez revoir, en fait, directement dans le... Hop, ici. Que vous pouvez voir normalement directement. Dernière chose, pour terminer sur l'appareil photo, j'ai fait un gros truc, mais j'étais vraiment... Pour le coup, il est vraiment très très bon. Pour 500 €, ceux qui cherchent un photophone à 500 €, bah, ils ne seront pas déçus. Je cherche ce que je cherchais. Voilà. La dernière chose, donc là, il y a l'optimisation photo qui a été faite. Donc sans zoom, hop, sans zoom, voilà ce que ça donne. Donc, par exemple, ici, hop, on voit les limites, on voit qu'avec l'optimisation, on voit qu'il y a beaucoup de retouches pour essayer de lisser au maximum. Et par exemple, l'ascenseur ici est illisible. On n'a pas grand-chose de lisible. Ici, hop, en mode zoom, hop, hop, en plein jour, hop, l'ascenseur est bien lisible. On a beaucoup moins de retouches, forcément. On a beaucoup plus de choses à l'écran. C'est beaucoup plus détaillé. Donc voilà un petit peu ce qu'il y a sur cet appareil photo. N'hésitez pas à regarder l'album encore une fois. Mais c'est vraiment un appareil qui, en termes de photo, fait totalement ce qu'on lui demande. Il a un vrai zoom optique qu'on peut même déclencher manuellement quand on a un doute si on veut. Et qui est utilisé en mode portrait pour faire des portraits qui sont vraiment pas mal. Donc moi, j'étais totalement convaincu par l'appareil photo. J'ai beaucoup aimé. Surtout qu'en plus de ça, il est stabilisé. On a vu, hein, c'est-à-dire que quand je zoome à 12 fois, il reste très très stable. Hop, on va le mettre à 5 fois et on va continuer de zoomer. Et vous voyez, je suis là à 12 fois, je bouge à peine. Alors que je suis quelqu'un qui en plus a tendance à trembler, donc ce qui fait qu'il est vraiment pas mal de ce point de vue-là. On va faire un dernier test, donc là c'est vraiment hop, ici, sachant qu'en plus on peut en manuel mettre en RAW, donc pour ceux qui veulent retoucher ensuite les photos. Donc voilà un petit peu, alors on va faire avec optimisation photo pour que vous voyez. Hop, voilà. Mais voilà, c'est vraiment un appareil photo qui... Voilà, donc là, l'optimisation photo est inexistante, il n'y a pas d'utilité, j'ai l'impression. Donc voilà, en gros, c'est ça. Voilà un petit peu. Voilà, tout simplement un appareil photo qui m'a très largement convaincu, comme vous pouvez le voir, au vu de la durée de cette partie. Au niveau de l'autonomie, alors là, on est sur une batterie de 5000 mAh, donc sur le papier, c'est une très très grosse batterie. Mais dans la réalité, j'étais assez déçu. Si on va regarder justement le tableau, là ce sera beaucoup plus parlant que vous avez dans la description de toute façon, si vous voulez comparer, qui permet de voir, donc il y a une autonomie tout simplement, l'autonomie de tous les jours, et l'autonomie YouTube. Donc, hop, toi tu dégages,
Donc ici on a donc le Zenfone Zoom S. Donc sur YouTube il fait 12 heures avec ma petite façon, vous avez le détail tout en haut, qui est donc de 100 à 15%, lui mis au maximum, Wi-Fi, synchronisation on. Donc voilà, 12 heures avec en utilisation réelle, en général avec du jeu, etc. Que ce soit beaucoup de jeux ou peu de jeux, que ce soit en Wi-Fi ou en 4G, ça avait tendance à très peu bouger, donc on est à peu près entre les 9 et 10 heures, 10 heures et demie. Voilà, ça allait pas plus. Si on compare par rapport au Lenovo Zen Play, ici on est à 13 heures, on a une batterie de 3500 mAh et en utilisation on était voilà jusqu'à 11 heures à peu près. Donc là-dessus c'était vraiment très très bien. Ce qui fait qu'on a une batterie qui est censée être bien 30% plus grosse, même 50% plus grosse, quasiment, et on se retrouve avec au final une autonomie qui est à peu près la même. Donc là, je suis assez déçu. Après, il faut voir pourquoi cette batterie de 5000 mAh au final fait du 3300, 3400 en réalité, parce qu'au final, c'est pas ouf. Surtout sur le Zenfone 3 qui a 2650 mAh, qui est là, eh bien, je fais 6 à 7 heures, en tout cas quand je l'utilisais, je faisais à peu près 6-7 heures écran allumé, alors qu'il a une batterie 2 fois moins grosse. Donc c'est-à-dire que la batterie de 5000 mAh, pour le coup, elle est très marketing. Autant elle fait de son taf avec une grosse autonomie, ça c'est clair et net, hein, il fait partie des meilleurs du marché. Autant dans la réalité, c'est moins que ce qu'on aurait pu croire. Avec 5000 mAh, on aurait dû tenir facilement 15 heures. Et là, on est loin des 15 heures. Ce qui fait que je suis assez déçu, je m'attendais à mieux, je m'attendais à plus surtout, et donc face à la concurrence, si on rapporte ça par rapport au perf, par rapport à la batterie, c'est décevant. Si on regarde juste avec le screen-on pur, c'est très très bien. Donc après, voilà, vous êtes prévenus, l'autonomie n'est pas si extraordinaire que ça pour du 5000 mAh, elle est même décevante. Par contre, en soi, l'autonomie est très très bonne, ce qui fait que c'était l'un des téléphones à qui je faisais toute la journée, je rentrais chez moi, j'avais encore de l'autonomie, j'avais pas besoin de le recharger, tout comme le Moto Z Play, donc ça reste un excellent point, mais ça aurait dû être mieux. Au niveau de Geekbench, alors là, on est sur un Snapdragon 625 qui commence à être bien répandu d'ailleurs. Et sur 7 points, il a même gagné quelques points. Donc là, on est sur un score de 866 et 4163 points. Pour rappel, c'est un octo-cœur Cortex A53 gravé en 14 nanomètres et qui est propulsé à 2 GHz. Donc quelque chose qui est assez répandu. On a un très bon score puisqu'on est au-dessus du Snapdragon 820. Et on est au-dessus du Exynos 7420. Bien évidemment, on est en dessous du Galaxy S7, de tous les derniers processeurs que l'on retrouve à peu près au même prix sur le OnePlus 5, qui est Snapdragon 835, qui lui fait 6300 points ou 6500 points, ou encore le Honor 8 Pro qui, pareil, lui fait 6500 points. Donc là-dessus, c'est un peu la faiblesse de cet appareil par rapport à des smartphones qui sont ultra concurrentiels, notamment par leur prix, donc Honor et OnePlus. Par contre, on a bien sûr des équivalents, le Moto Z2 Play ou le BlackBerry Key One, pareil, qui ont préféré aller vers des choses un peu moins performantes, mais ailleurs un peu mieux. Donc ce qui fait que là, on se retrouve avec un score, donc c'est honorable, dans la vie de tous les jours, ça reste très correct, mais c'est moins bien que certains concurrents. Qu'on a avec du Snapdragon 820 ou Snapdragon 835, comme je viens de le dire à l'instant. Mais comme je vous dis, dans la vie de tous les jours, dans la réalité, pour tout ce qui est application ou quoi que ce soit, la différence sera extrêmement peu visible. Alors sur GFX Bench, je l'avoue, j'ai pas fait le test, donc ce qui fait qu'on va se référer à ce qui a été fait sur GFX Bench. Ici, on se retrouve avec une autonomie donc de 761 minutes et ici de 390, donc ça reste très correct. Surtout l'autonomie, 761 minutes et donc 390. Si on regarde le Moto Z Play, ici Moto Z Play. Le Moto Z Play, il fait un petit peu plus, il fait 413 apparemment. Donc là, 413 et 628 minutes. Donc on tient un petit peu plus, mais forcément avec sa batterie qui est un peu moins bien, c'est normal, en tout cas si on sort du marketing. Donc on reste sur quelque chose de très correct. Par contre, si on compare, ici, on va aller chercher par rapport au meilleur, à 500 €, on va aller voir le OnePlus 5 qui lui fait 2300. On a après, si on descend... le Xiaomi Mi 6 à 1600, le Mi 5 à 1500, le Zug Z2 à 1500. Ensuite, 1300 pour le Zug Z2+, donc celui que j'ai en personnel. Mi Mix à 1300. Huawei Mate 9 à 1141. Bref, aux alentours des hauts de gamme qu'on peut retrouver aujourd'hui à peu près à 500 €, voire moins.
on se retrouve avec un score qui est largement meilleur. Donc là-dessus, c'est la plus grosse faiblesse réellement de cet appareil, c'est la puissance graphique en jeu. Donc ce qui fait que sur des jeux comme par exemple World of Tanks qui nécessitent des gros moyens, bah là vous serez en médium, en 30-40 FPS avec quelques chutes, là où par exemple le Honor 9 lui pourra jouer à fond sans problème à 60 FPS. Donc c'est là où bah forcément le bas blesse à 500 €. Si vous cherchez la puissance, vous allez être déçu. On se retrouve plus aux alentours ici, donc Yumi plus E, Huawei Nova, Xperia 1 Ultra, donc avec des Helio P20 ou Snapdragon 625, Mi Note Pro avec le Snapdragon 810, Honor 8 au-dessus, on a le MX6 au-dessus avec le X20, OnePlus 2 au-dessus, Mi Max au-dessus. Voilà, donc en gros pour comprendre, hein, là-dessus, il est pas très performant en termes graphiques. Donc si vous cherchez les jeux, c'est pas forcément sur cet appareil-là qu'il faudra se tourner pour avoir le meilleur du meilleur. En soi, il fait tourner une grosse partie du store, une très très grosse partie, mais une infime partie ne tournera pas, enfin une infime partie ne sera pas du tout accessible et quelques jeux ne tourneront pas, voire un peu de jeux ne tourneront pas à fond dessus. Donc là-dessus, c'est ce qu'il faut retenir, c'est vraiment voilà son plus gros pépin. Par contre, le gros avantage, c'est que forcément, vous avez quelque chose de super autonome. Donc si vous n'êtes pas trop à fond sur les derniers très très gros jeux, ou en tout cas sur la partie graphique, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas enlevé, c'est pas trop grave, bah c'est surtout sur l'autonomie où ça va jouer. Si vous voulez une console de jeu qui dure très très longtemps, qui dure 8, 9, 10 heures, là par contre, vous pouvez vous le lancer. Ça va être vraiment là le choix, la grosse différence entre la puissance ou bien l'autonomie, tout simplement. C'est là où on va voir justement ce que vous recherchez. On se retrouve donc sur Battle Bay pour montrer un peu la puissance. Donc là, Battle Bay, c'est pas un jeu qui consomme énormément, mais on peut voir en tout cas que c'est largement fluide. On est bien à 60 FPS. Il y a quand même pas mal de petites choses affichées. Donc je pense que derrière il y a peut-être Vulkan, mais je suis pas sûr. Mais en tout cas, ça montre bien que il n'y a pas de souci de ce point de vue-là pour les jeux, on va dire moyens. La plupart des jeux, Real Asphalt ou Real Racing, ils tourneront correctement, mais juste pas à fond. Là, c'est pas un jeu qui est fait pour montrer de grosses prétentions graphiques, mais c'est un jeu vraiment pour le multi, et, il remplit parfaitement son rôle. Il faut dire ce qui est, et je me suis loupé. Mais en tout cas, on voit bien qu'il encaisse bien, malgré l'action, il n'y a pas de ralentissement particulier. On est quand même sur une puce qui reste tout à fait correcte. Hop. Et donc, on peut tout à fait se battre comme un homme. Et là, il y en a qui vont mourir dans quelques instants. Et ce n'est pas moi qui l'ai tué. Je suis déçu. Et en tout cas, voilà, hein, on peut voir. Au niveau de la chauffe, d'ailleurs, ça reste assez contenu. Hein, le Snapdragon 825 chauffe très légèrement sans être non plus... c'est pas désagréable, mais il chauffe forcément parce qu'on est sur du jeu. Donc ça reste tout à fait agréable et il ne perd pas en performance. C'est aussi la chose à savoir, ce que je n'ai pas forcément dit, ce que je n'ai pas dit dans les benches, mais il ne perd pas en performance, ce qui fait qu'on va se retrouver avec donc un appareil qui tournera donc sans problème sur les jeux, sans baisse en fait de framerate. Donc ça c'est la chose importante, c'est-à-dire que quand vous arrivez sur le jeu, vous savez que les performances ne vont pas bouger, hein, comme certains Snapdragon qui auront tendance très vite. Enfin la plupart des gros GPU, des très gros processeurs vont faiblir, comme le Honor 9, là où le Honor 8 Pro lui ne baisse pas du tout, ce qui est une assez bonne performance, on l'avait vu dans le test, mais lui, il ne bouge pas, donc ça c'est une bonne chose. Pas beaucoup de jeux dans ce test, on va pas en montrer trop non plus parce que il y aura pas forcément d'en montrer beaucoup. Tout ce qu'il y a à savoir, voilà, c'est que ça reste une puce qui reste entrée un petit milieu de gamme en gros, hein, c'est un peu ça, c'est un petit milieu de gamme qui en termes de jeu, il consomme pas, c'est surtout son gros avantage et il fait tourner la plupart des jeux, hein, donc en médium en gros, quand il n'y a pas de problème et quand mon équipier se barre pas comme un lâche tout simplement, donc ce qui fait que voilà, pas de souci là-dessus, la chauffe reste assez très correcte. Donc là-dessus, on n'aura pas trop de soucis non plus de ce point de vue-là, et ce qui fait que, justement, comme je l'ai dit avant, on ne sera pas trop gêné par tout et n'importe quoi, et on n'aura pas le même problème, par exemple, que le Honor 8 Pro qui chauffe comme un four, un vrai four hein, pour le coup, et on va se terminer là-dessus sur une défaite absolument magistrale parce que mon coéquipier n'est pas resté dans la partie.
Donc, que penser de ce Asus Zenfone Zoom S? Eh bien, j'en suis totalement convaincu. C'est pour moi même l'un des téléphones les plus sympathiques, je trouve, de cette année. C'est pas le plus puissant, mais clairement, et c'est ni le mieux fini, c'est surtout ces deux gros défauts-là. Mais il a trois choses très très intéressantes, même quatre pour moi. Il a un écran AMOLED de très bonne qualité. Il a 128 Go de stockage de base qu'on peut en plus étendre, et ce pour 500 €, ce qui est quand même assez attractif pour le coup quand même. On a ce double capteur photo qui est très performant et qui a un zoom qui est vraiment pas mal avec tous les modes et surtout le mode manuel qui est extrêmement performant, que moi j'apprécie beaucoup déjà avec le Zenfone 3, ce qui est vraiment génial de ce point de vue-là. On a l'autonomie qui certes n'est pas ce que j'attendais, je m'attendais à plus quand même, elle reste quand même excellente. Par rapport à sa gamme ou quoi que ce soit. Pour 500 €, on a quand même un très très bon mélange. Là où les défauts apparaissent forcément, puisque tout a été mis sur le reste, c'est la finition comme on a pu le voir qui un peu moyenne sur le fait que ce soit pas unibody et ce soit quelque chose d'un peu plus bas de gamme à mon sens en tout cas. La puissance, un Snapdragon 625. Sachant qu'il a été retardé en plus de ça puisqu'il devait sortir plus tôt, il a été retardé parce qu'ils essayaient de voir pour le mettre en fait une puce plus performante. On saura jamais laquelle c'est, et au final ils se sont rétractés. Alors est-ce qu'ils voulaient attendre peut-être le Snapdragon 630? Est-ce qu'ils voulaient mettre peut-être un 652? Est-ce qu'ils voulaient mettre un 820? Aucune idée, et on le saura jamais malheureusement, mais c'est pas très grave puisque en plus de ça, même la jack elle est moins pourrie elle est mieux que ce qu'on aurait pu croire grâce au DTSX pour une fois que ça sert à quelque chose, ce genre de choses. Et c'est un appareil qui, je trouve, qui fait plaisir à peu près à tous les points de vue. Peut-être le design qui est un peu particulier, qui plaira peut-être moins à tout le monde parce que ça reste un peu moins waouh qu'un OnePlus 5 ou un Honor 8 Pro que j'ai eu récemment ou le Meizu Pro 6 Plus. Mais sur d'autres points, donc il est vraiment très très sympa. Donc on a l'un des meilleurs photophones du marché quand même pour le coup. Donc il mérite bien sa dénomination de Zoom S, donc de photophone pour le coup, avec un superbe écran AMOLED. Pour ceux qui sont comme moi, qui adorent les écrans AMOLED, on est ravis avec la bonne autonomie qui nous permet de tenir toute la journée pour les plus gros utilisateurs comme moi, même en jeu. Ça fait un excellent mélange et quand même le 128 Go c'est le petit truc qui tue pour finir. Donc tous ceux qui sont adeptes de gros médias ou justement de photos avec le RAW ou avec la 4K, on sait qu'on va avoir la place et qu'on n'aura pas besoin toutes les 2 jours de vidéo ou quoi que ce soit pour les plus gourmands en termes de vidéo. Et ça c'est quand même aussi un sacré gros avantage, il faut quand même pas l'oublier de ce point de vue là. Donc ce qui fait que ça a vraiment été pensé pour pouvoir faire de la vidéo longtemps, pouvoir avoir beaucoup de stockage tout en ayant un écran qui est super bien calibré. Tout a été pensé pour la photo, mais pas que au final, parce qu'il est bon sur d'autres points aussi. Donc comme quoi, ils ont fait un sacré travail de ce point de vue-là. Et moi qui étais anti-Asus quasiment il y a plus d'un an de ça, avec le Zenfone 3 j'ai été réconcilié. Le Zenfone Zoom, je savais un peu à quoi m'attendre et je l'attendais. Je l'attendais impatiemment et j'ai pas du tout été déçu, au contraire, j'ai même été très très étonné. Donc là-dessus, je trouve que tout simplement, selon ce que vous cherchez, si vous cherchez pas la puissance pure à l'état brut, que vous cherchez plutôt donc un smartphone qui est autonome avec un super appareil photo, notamment et beaucoup de stockage, clairement foncez quoi. Surtout que j'ai vu qu'il commençait un peu à descendre de prix, donc à moins de 500 €, j'ai vu à 475, mais après bien sûr. Selon les jours où vous le regardez, ce sera pas la même chose. Donc s'il commence un peu à descendre, il va être encore plus intéressant et on va commencer à avoir un smartphone qui devient de plus en plus compétitif. Donc avoir pour moi surtout un des meilleurs smartphones du marché en termes de photos et avoir un énorme espace de stockage sans avoir besoin de carte SD à moins de 500 €, ça reste deux super arguments, sachant que le reste suit. Voilà, c'est tout pour ce test. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas aussi, si vous arrivez à ce moment de la vidéo, n'hésitez pas à regarder le test express qui a été en collaboration avec GamerGen. J'en suis très content. Ça fait évoluer un petit peu le format selon les demandes un petit peu de GamerGen, tout en restant un petit peu moi quand même. Il y a quelques petites choses qui ont changé et j'en suis quand même assez fier. Donc ça devrait évoluer d'ailleurs au fur et à mesure du temps. Mais n'hésitez pas en tout cas, et n'hésitez pas à dire ce que vous pensez de ce nouveau petit format. C'est pas ce que vous préférez forcément vu que vous êtes là depuis 1 heure. Mais c'est voilà.
petite chose au passage, et bien sûr vous pourrez nous retrouver sur Hardware Cunning comme d'habitude, ce que vous avez dans la description tout simplement. Sur ce, je vous dis à bientôt pour un prochain test, et n'hésitez pas à partager, liker, etc., comme d'habitude, et je vous dis à bientôt pour un prochain test.